Enfin, moi, j'ai toujours pensé que c'est le combat de la première moitié du XXIe siècle. Et qu'en 2050, où on a un RIC qui, j'espère, marchera depuis longtemps, ou on sera plus en démocratie vraiment, ni même en système libéral. C'est une demande d'une partie importante de la population. Dans les sondages, au moins 70 à 80% des gens qui sont évidemment pour. Parce que quel parti politique va dire « votez par moi, comme ça vous ne voterez plus ». Et pour avoir la démocratie, en effet, il faut que le peuple puisse, de temps en temps, intervenir sur des questions importantes. De lui-même. De lui-même. Et donc, ce RIC permet de faire ça. Et donc, c'est pour ça que ça les terrifie, parce que ces gens-là sont une caste oligarchique, en tout cas aristocratique. Et ils ont bien compris que le RIC va induire une suppression de leurs privilèges. Et je vous propose de nous présenter votre RIC pour que les gens se représentent mieux typiquement ce que ça pourrait être un RIC. Olivier Berruyer, bonjour. Aujourd'hui, on continue sur la première partie, à savoir la représentativité et l'intérêt du mouvement des Gilets jaunes pour continuer sur le RIC, le cœur du sujet, à savoir le référendum d'initiative citoyenne. Donc, on a bien compris que c'était l'outil clé qui permettait au peuple de retrouver une souveraineté ou un contrôle sur ses élites. Et à minima, comme on le disait, ça permet au moins aux élites d'avoir un peu peur du peuple, juste assez pour qu'ils surveillent un peu ce qu'ils font, en disant on va peut-être pas faire trop de conneries ou de choses trop à sens unique, parce que sinon on va se retrouver avec un RIC dans les pattes ou des gilets jaunes dans la rue, ce qui est très sain en réalité. Et du coup, pour montrer au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que le RIC est quelque chose qui fait peur au pouvoir que en soi c'est quelque chose d'intéressant. Il faudrait y soumettre une critique approfondie pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter aux objections courantes, à savoir les gens vont faire n'importe quoi avec le RIC, du coup on va arrêter de payer nos impôts, etc. Comment est-ce qu'on peut limiter ou du moins encadrer pour que le RIC soit un outil démocratique qu'on puisse s'approprier et qui soit vraiment valable? Je crois que vous avez écrit le vôtre, puisque vous me l'avez fait lire tout à l'heure. Et je vous propose de nous présenter votre RIC pour que les gens se représentent mieux typiquement ce que ça pourrait être un RIC. C'est pas mon RIC, c'est un premier jet où je me suis amusé à écrire quelques points qui pourraient organiser un peu mieux. Ça tombe bien, dans une autre vidéo, j'ai appelé tout le monde à écrire son RIC chez soi justement pour qu'on puisse en débattre. Donc c'est précisément le but de l'exercice. Eh bien voilà. En introduction, par rapport à ce que vous venez de dire, il faut vraiment bien insister sur ça, sur ce côté. Les arguments qui ont été avancés contre le RIC sont pour la plupart des arguments qu'on peut opposer à l'identique contre le droit de vote. Parce que vous pouvez dire, je répète, ça se disait avant, les gens vont voter pour n'importe qui, pour le plus populiste, vous voyez qu'il faut pas donner le droit de vote à ces gens-là. C'est des mignons. Oui, mais c'est des abrutis qui comprennent rien, qui sont pas capables de comprendre l'intérêt général. C'était très intéressant. Et d'ailleurs, ce qu'on voyait en contrepoint sur certains sujets, c'est de voir à quel point ces éditocrates et ces élites-là ne sont absolument pas démocrates. Parce que finalement, c'est quoi la démocratie? C'est accepter le fait d'être minoritaire parfois. Parce que sinon, c'est toujours majoritaire, c'est beaucoup plus agréable, il n'y a pas de problème. En général, on aime bien. Mais là où c'est intéressant, c'est tout d'un coup, oups, je suis minoritaire. Et c'est exactement ça. Et tout le raisonnement, c'était, regardez, il y a telle mesure qui me tient à cœur, moi en tant qu'élite, mais si on la soumet au RIC, vous allez voir qu'ils vont voter contre. Comme un traité constitutionnel, par exemple. Mais alors, si on réfléchit, ça veut donc dire, ah oui, non mais donc ton idée est minoritaire en fait. Ouais. Et donc tu es en train de dire qu'il ne faut pas mettre le RIC, parce que sinon on va voir que tu es minoritaire et on ne va plus le faire. Et en plus, assez souvent, c'est fantasmé, parce que je pense que sur un certain nombre d'idées qui étaient mises en avant, elles sont aussi majoritaires dans la population. C'est juste les élites qui pensent que les gens étant des gros blaireaux, ils ne peuvent pas avoir les mêmes idées qu'eux à ce niveau-là sur tel ou tel point, comme la peine de mort ou ce genre de choses. Alors l'idée, c'est qu'en effet, il faut essayer de répondre à ça, mais pas dans votre formulation, c'est ce qui m'a un peu gêné. Vous voyez, c'est ah là là, oui, il ne faudrait pas que ça serve à faire n'importe quoi le RIC. Oui, bien sûr, on va réfléchir, mais en pratique, le RIC, ça s'appelle démocratie. C'est-à-dire que moi, je défends vraiment l'idée que on ne peut pas qualifier un régime de démocratique si vous n'avez pas au moins un RIC et une assemblée nationale un tant soit peu représentative.
Après, on n'est pas obligé d'être démocrate. Moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des éditocrates ou des gens qui disent « moi, je suis pour une république aristocratique, en gros, ou représentative, on appelle ce qu'on veut, où la partie démocratie est très, très, très limitée. » Mais au moins, il faudrait le dire comme tel, quoi. Oui, ça s'appelle d'ailleurs, ça s'appelle la 5e République. Je veux dire, c'est déjà en place. Donc, c'est sûr qu'ils sont pour, hein, ces gens-là. Mais oui, non, mais c'est qu'il assume. En fait, il n'assume pas. Parce que je suis démocrate, mais il ne faut pas que les gens votent, en fait. Ou alors qu'ils votent exactement comme je le dis. Sinon, ça ne marche pas. Mais vraiment, enfin, j'insiste sur ça. Évidemment, le RIC ou l'Assemblée nationale représentative, c'est pas suffisant pour être qualifié de démocratie, mais c'est clair que si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas en démocratie. C'est exactement ce qu'on vit. Et je répète que le contraire de la démocratie, c'est pas la dictature, c'est la non-démocratie. Alors, les dictatures sont des non-démocraties, mais ce qu'on vit, c'est aussi une C'est-à-dire non-démocratie, c'est vrai que c'est pas le peuple qui décide, quoi. C'est quelqu'un d'autre. Mais c'est la pas forcément un démocratie, c'est le dictateur. gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bon, aujourd'hui, le gouvernement du peuple, on l'a, ça marche, et généralement, on l'a toujours. Hein. Mais par le peuple, non, c'est par les oligarques et leurs représentants, pour les oligarques et leurs représentants, dans un cadre plutôt libéral, qui fait que j'arrive à dire ça sans aller en prison ce soir. C'est donc plutôt sympathique. Hein. Il y a différents degrés de non-démocratie. On est dans une non-démocratie libérale. Ok, on peut discuter, on peut faire des vidéos sur Internet, mais ce n'est pas la démocratie. Et pour avoir la démocratie, en effet, il faut que le peuple puisse, de temps en temps, intervenir sur des questions importantes. De lui-même. De lui-même. Et donc, ce RIC permet de faire ça. Et donc, c'est pour ça que ça les terrifie, parce que ces gens-là sont une caste oligarchique, en tout cas aristocratique, et ils ont bien compris que le RIC va induire une suppression de leurs privilèges. Donc pour répondre aux objections, les deux grosses conneries, moi, entre guillemets, que j'ai entendues, c'est ils vont nous rétablir la peine de mort en 3 mois et ils vont nous supprimer les impôts. C'est un peu, à la télé, c'est les deux épouvantails, c'est ça. On verra si le projet de RIC que vous allez nous présenter y répond. C'est un peu le truc. Alors après... Puis moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que ça, c'est des visions négatives, c'est des apports négatifs. Je ne sais pas si ça existe, un apport négatif, mais bon. Et après, il faut voir aussi, à mon avis, c'est plus intéressant, comment le RIC pourrait venir enrichir le panel des lois ou des règlements pour vivre ensemble. Donc on peut donner ces 3 objectifs-là en disant est-ce que voilà, un projet de RIC tel que vous allez le présenter répond à ces contraintes. Bon, ça, ce sera en effet aux spectateurs une étude de se faire leur opinion. Si vous voulez, le RIC, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Je répète, c'est l'introduction du suffrage universel en fait. Donc moi j'ai toujours pensé que c'est le combat de la première moitié du XXIe siècle. Et qu'en 2050, où on a un RIC qui, j'espère, marchera depuis longtemps, ou on sera plus en démocratie vraiment, ni même en système libéral. Parce qu'on aura basculé dans un système autoritaire dont on a vu ces derniers temps avec le mouvement des Gilets jaunes, à quel point un pouvoir qui se qualifie plutôt lui-même d'essence libérale, européiste, c'est la paix, blablabla, est capable d'envoyer très rapidement les forces de l'ordre pour aller faire des tirs tendus de flashball dans la tête des gens, de crever les yeux, de taper sur... Parce qu'on est bien d'accord, le RIC c'est quand même une idée d'inspiration libérale. Enfin, ça colle tout à fait au libéralisme dans le sens où c'est l'individu en tant qu'individu qui peut apporter sa voix et il est égal devant la justice et devant les autres par rapport à sa contribution, quoi. Et ça, c'est une idée, ça fait partie des fondements du libéralisme, l'égalité devant la loi et la prééminence de l'individu. Pour moi, le RIC, c'est la démocratie. Donc, après, la démocratie est-elle libérale ou pas, on peut discuter. J'aime pas, enfin, évitons d'accoler trop de sparadrap qui font qu'on va plus débattre pendant des heures sur le sparadrap que sur ce qu'il y a dessous, quoi. C'est la démocratie, c'est le suffrage universel. Après, on peut être contre, et les éditocrates sont contre, parce qu'ils disent, bah non, comme on est minoritaire, on est contre le suffrage universel. En Chine, il n'y aura pas de RIC. Oui, mais ça, je comprends. Mais moi, je comprends très bien. Je comprends très bien qu'un éditocrate payé 30 000 € par mois, il n'a pas envie d'un RIC. Oui, mais ça, c'est normal. Enfin, c'est le contraire qui serait toi. Si tu étais le contraire, tu serais vraiment un super type, mais dans ce cas-là, je pense que tu serais au chômage assez vite aussi. Bon. Ça marche comme ça, le système, ce système-là. Du coup, allons-y. Donc l'idée est de comprendre l'aspect révolutionnaire de la chose, donc il faut vraiment se battre pour l'avoir, et c'est extrêmement satisfaisant de voir que l'intelligence collective des Gilets jaunes a compris que le cœur du combat, c'était plus ça, telle taxe, machin, c'était un RIC, parce que le RIC, c'est juste l'élément qui va nous permettre de discuter tout le reste. Donc il est vraiment fondamental de l'avoir. Donc c'est bien de voir. C'est la première fois que des manifestants s'abstraient de leurs conditions parce qu'ils pourraient très bien manifester pour leur propre intérêt. Là, ils s'abstraient de leurs propres conditions individuelles pour réclamer quelque chose de collectif. Et en plus le pouvoir, donc c'est d'autant plus. C'est de reprendre le pouvoir. Ça se note, quoi. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, quoi. Ça c'est sûr. Donc c'est un enjeu fondamental. Après le deuxième point, moi j'ai envie de dire. Il faut aussi
pas être trop gourmand ou trop idéaliste du premier coup. C'est un grave problème sur ce point-là, parce que quand on rentre là-dedans, c'est sûr qu'on se fait plaisir intellectuellement, qu'on discute, blabla, mais après, il faut toujours penser que le but, c'est pas d'écrire le plus beau RIC du monde, c'est que ce soit qu'il y ait un RIC en application, un vrai RIC. Et je vais vous donner un exemple. Il y a eu un RIC en Suisse il y a 4 ou 5 ans qui était extrêmement intéressant, qui proposait de plafonner les rémunérations, enfin de plafonner les salaires, de dire est-ce qu'il faut qu'il y ait un salaire maximal. Moi, c'est une idée que je défends, à condition que le niveau soit, en tout cas pour du salaire, pas forcément des revenus, mais au moins un salaire, soit très haut. C'est-à-dire que les types, ils ont réussi à avoir assez de signatures pour lancer un RIC. Et ce qu'ils ont proposé aux Suisses en plus, hein, on sait que ce n'est pas les plus gauchistes du monde. Les types se sont dit, on a une bonne idée, on va faire un plafond à 12 fois le salaire minimal. C'est pas très élevé, 12 pour beaucoup, il y en a que ça va faire grincer. Hein. Bah, ça a fait grincer, et donc au final, ça n'a pas été voté. Ouais, voilà. Peut-être qu'à x30, ce serait pas ça. Alors qu'on est dans un système où on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plafond. Et donc le premier combat, c'est de mettre un plafond, quel que soit le plafond. Moi, si j'avais défendu ça, j'aurais dit, on va mettre de 1 à 100. Bah, qui est contre 100 fois, quoi. Ok, il y a Carlos Ghosn qui est contre, mais il n'y a plus que lui, quoi. Enfin, on est bien il est en prison, donc voilà. Il ne peut pas voter, c'est con. Mais et vous mettez 100, c'est-à-dire que vous passez d'un truc à il n'y a pas de limite à il y a une limite. Quand vous l'avez fait, bah, peut-être qu'au bout de 5 ans, vous dites, bon, allez, on a vu que ça marche très bien, il n'y a eu aucun problème. Bien entendu, 80, c'est mieux. Et puis, dans 30 ans, on aura mis 50. Et puis, on convergera vers quelque chose de raisonnable sur ce point-là. Mais le problème, c'est que du coup, bah, les types, ils ont été extrémistes dans le truc. Et on peut discuter si 12, c'est pas bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 12, les gens ne votent pas. Ils n'ont pas voté. Et donc, au final, il n'y a toujours pas de limite. Bien joué. Donc c'est pareil. Donc après, je pense qu'il faut arriver à trouver un truc où, face à une telle opposition médiatique, il faut qu'on ait un truc qui soit simple, où les gens comprennent ce qui peut être décidé par un RIC, comprennent que c'est pas extrémiste, comprennent que on va pas voter 50 fois par an, etc., etc. C'est des politiques rassurer, quoi. Rassurer et introduire le mécanisme. Rassurant, et puis après, au fil du temps, ça évoluera. Il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas. Évidemment par RIC, hein, pas par vote du Parlement, hein, parce que ça a bien évolué. Il y a eu ça aux Pays-Bas, une espèce de RIC qui n'était pas du tout décisionnel, enfin, c'était un truc un peu particulier, mais enfin, comme les gens pouvaient mettre des trucs, puis au final, les gens ils ont voté 3 fois et 3 fois contre le gouvernement, puis le gouvernement a dit qu'on va faire, ce qu'on va arrêter le RIC. Voilà. Donc non, ça, on va faire en sorte que ça ne puisse pas se passer. Mais voilà, donc l'idée c'est en effet de réfléchir à un RIC. Alors après, les gens peuvent s'amuser à écrire un RIC chez eux s'ils veulent. Bien sûr, c'est bien de faire cet exercice-là. Après, si les gens n'ont pas envie forcément de tout écrire en RIC, bah, c'est d'avoir différents RIC et puis de regarder, de dire c'est quoi les bonnes idées, d'en débattre. Et c'est ce que moi, je vous propose tout à fait modestement ici, quelques idées d'organisation d'un RIC pour que les gens s'en emparent, en discutent. D'ailleurs, sur mon site aussi, je vais le mettre pour que les gens me disent oui, non, mais là c'est n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait évoluer les idées. Mais en tout cas, voilà, quand on y réfléchit, comment on peut faire un truc qui soit raisonnable, qui marche assez bien et qui rassure dans ce qui est possible de faire. Donc moi, ce que je propose à ce niveau-là, c'est d'avoir effectivement un système qui fonctionne plutôt par Internet, parce que c'est assez pratique pour déposer des RIC, pour discuter, pour débattre. Ce qui n'empêche pas évidemment de débattre après localement des choses, et c'est toute l'idée, hein, c'est de réinsuffler plus de démocratie, comme on l'a vu d'ailleurs en 2005, vous en parlez tout à l'heure, ça a été formidable de voir les gens discuter, se saisir du truc. Constitution européenne au bar du coin. Puis en plus, une constitution européenne, c'est quand même pas la plus simple des questions, hein. C'est un coup, il faut se taper, c'était long, compliqué, sur des questions quand même plus simples, on se dit, tiens, ça peut permettre de régénérer une vraie vitalité démocratique, comme on l'a vu d'ailleurs aussi sur les ronds-points. Donc l'idée, voilà, c'est de proposer un mécanisme de RIC tel qu'il soit, puis de dire on le fait tourner pendant 5 ans, puis au bout de 5 ans, une clause de revoyure, et puis on adaptera via un RIC les modifications qui seront les plus intéressantes à ce système-là. Donc l'idée, c'est de mettre le RIC dans la Constitution. Donc dans l'article 11, aujourd'hui, on va supprimer l'espèce de jouet qui nous ont mis, de référendum d'initiative partagée qui n'était pas partagé, par l'introduction du RIC dans la Constitution. Et vous créez un site gouvernemental, genre ric.gouv.fr, qui va faire fonctionner ce système-là. La question, c'est finalement comment... si ça marche pour les impôts, on peut bien le faire pour un RIC. Mais c'est exactement, hein, c'est cet exemple que j'ai, vous arrivez à faire vos impôts, donc vous arriverez quand même à soutenir une proposition par RIC avant d'aller, bien entendu, au vote. Le vote, lui, ne doit pas être par Internet, on est bien d'accord, le vote doit être physique, papier, classiquement. Mais on va en discuter. Même pas blockchain? Alors comment... moi, je ne suis pas fanat du blockchain, je pense qu'il y a beaucoup plus simple, enfin après... À voir,
je répète, il faut rester simple. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer le truc en 30 secondes à votre beau-frère, laissez tomber votre truc, ça ne marchera pas, quoi. Donc papier. Ouais, donc blockchain, non, on oublie blockchain. Je suis d'accord, intellectuellement, c'est joli, hein, ouais, oui, bravo. Pour plus tard éventuellement, mais dans un premier temps, restons simples, papier. On va faire en effet quelque chose de simple. Alors comment soumettre une proposition? Après, il y a plein de questions, c'est finalement comment je vais dire que cette question-là, j'aimerais qu'elle soit soumise à RIC. Vous avez déjà plein de structures, quand vous mettez en place le RIC, il y a déjà plein de structures qui vont avoir envie de faire des RIC et des structures organisées. Les partis politiques. Chaque parti politique va bien avoir 4 ou 5 questions qui vraiment lui tiendront à cœur. C'est normal, il est là pour ça, hein, pour le coup. Vous avez plein d'associations. Anticorps a, je pense, 5 ou 10 RIC en tête. Donc Anticorps, pour rappeler, c'est une association qui lutte contre la corruption, qui fait des rapports contre la corruption. Oxfam, etc., etc. Donc on voit qu'il y a déjà plein de structures qui vont dire, tiens, il y a plein de questions intéressantes, ce serait bien qu'il y ait un RIC. Donc déjà, on va avoir un vivier de questions intéressantes par des gens qui travaillent sur ces questions-là depuis le début. Après, il ne faut pas le réserver à ces personnes-là organisées. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus, c'est vous ou moi qui tout seul, on va dire, tiens, j'ai une bonne idée de RIC. Ouais, ok, l'idée est jolie, enfin, on va avoir donc 500 000 idées qui vont survenir, dont plein en commun, donc ça va être un truc un peu compliqué à organiser. Moi, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal dans un premier temps de réfléchir à dire, ok, si vous avez envie de faire un RIC, très bien, eh bien, faites une association pour ça, loi 1901, donc très simple, pose pas de problème. En moins d'une semaine, on a ouvert une association. Vous faites une association et on va dire, mettez un certain nombre de membres, alors j'ai mis 500 membres, bon, comme ça, par les réseaux sociaux, si vous avez une bonne idée, vous allez vite trouver 500 personnes qui vous soutiennent. Si vous ne trouvez pas 500 personnes, ça veut dire que vraiment, la question elle n'est pas aussi bien, ou alors, si votre idée elle est bien, vous n'avez pas trouvé, vous inquiétez pas, d'autres personnes vont trouver... sur quelques ronds-points. Vous avez une bonne idée de RIC et que vous ne trouvez pas d'adhérents, vous allez voir Olivier Berruyer et puis vous trouverez 500. Non, mais voilà, ça il y a des relais d'opinion, il y a des relais. À un moment donné, il faut organiser un peu le truc. Parce que rapidement, vous allez avoir 500 questions qui vont surgir, hein, des gens qui auront réfléchi au truc, donc ça fait déjà beaucoup. Il va falloir après trier, organiser, il ne faut pas que ce soit noyé, sinon les bonnes idées risquent aussi de ne pas émerger. Mais comme ça, vous vous groupez à quelques-uns, puis après, par les réseaux sociaux, vous trouvez 500 personnes qui vous soutiennent. Donc quand vous avez 500 personnes, vous dites, voilà, tiens, j'ai organisé, j'ai trouvé, il y a comme un soutien, on a un peu réfléchi, j'ai une bonne idée, et je vais la soumettre. Donc je répète, l'idée d'avoir un petit filtre qui ne soit pas insurmontable du tout. C'est une petite barrière administrative qui dit qu'il faut faire un minimum d'efforts pour proposer le truc, quoi. Parce que sinon, c'est quand même, vous êtes en train de demander ce que tous les Français votent pour votre truc. Donc à un moment donné, vous organisez un tout petit peu, il faut qu'il y ait un minimum de motivation, que vous ayez un peu travaillé la question, sinon on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il y ait un mini-filtre, mais il ne faut pas que ce soit un gros filtre. Bon, quelque chose qui ne me semble pas, mais je répète, c'est à débattre. Donc vous avez votre association, le truc est prêt, c'est constitué pour aller soumettre votre proposition de... quelle qu'elle soit, de proposition de référendum. Quand c'est regroupé, vous la mettez sur notre fameux site ric.gouv.fr. Vous dites, ça y est, j'ai bien organisé, on a bien travaillé, on a envie que cette question-là commence à faire débat pour qu'elle finisse par être soumise à référendum. Quand vous l'avez déposée, moi je propose qu'il y ait un avis consultatif du Conseil d'État, comme il le fait pour les propositions de loi actuelles. Il va donner son avis, même s'il est contre, c'est pas grave, mais il expliquera pourquoi. Donc le Conseil d'État, pour rappeler, c'est dans la structure judiciaire la plus haute instance de la cour administrative, du silo administratif. Vous avez le tribunal administratif, cour normale, appel et Conseil d'État, qui vaut l'équivalent de la cour de cassation dans le privé. Voilà. Donc c'est des juges censés être impartiaux et neutres par rapport au pouvoir. Et puis, vous avez voilà, c'est un premier avis. Ensuite, une fois que votre proposition est mise sur le site, vous allez en débattre publiquement sur le site, via un forum, quelque chose comme ça, pendant quelques mois, mettons 6 mois. Pourquoi? Vous avez une bonne idée, vous la soumettez, et puis quelqu'un va dire « mais non, ton truc c'est mal rédigé, vous auriez pu le faire différemment, peut-être que comme ça ce serait mieux ». En fait, vous déclenchez un premier débat sur la rédaction de la question, qui est un débat simplement consultatif aussi. Passé 6 mois, enfin 3 ou 6 mois à discuter, l'association en question va dire « bon ok, ça fait 6 mois qu'on en discute, j'ai bien entendu les arguments, on en a discuté entre nous, voilà la version finale qu'on va proposer. » Parce qu'en effet, il y a Jean-Paul, Huguette et Michel qui nous ont donné des super idées, c'est beaucoup mieux comme ça. On en a discuté, on a voté dans la sauce. Ok, c'est l'idée finale qu'on souhaite soumettre à vote, enfin après vote, donc
pour aller vers un référendum d'initiative citoyenne. À ce moment-là, quand vous avez la rédaction finale, moi, je propose qu'il y ait un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes. On va vous expliquer pourquoi, qui doit donner un avis conforme, mais un avis simple, de façon à ce que ces structures-là ne torpillent pas les idées, mais on vérifie qu'on ne fasse pas n'importe quoi à ce sujet-là. Alors, finalement, au niveau des propositions de RIC, qu'est-ce qu'on peut proposer dans un RIC? Je pense qu'il faut pouvoir proposer à peu près tout ce que peut proposer l'Assemblée nationale, et le Parlement au sens large. Donc, autrement dit, vous pouvez proposer une nouvelle loi, ou vous pouvez proposer de modifier ou supprimer une loi qui vient d'être votée, si vous êtes contre, genre suppression de l'ISF, c'est un truc comme ça. Donc législatif, abrogatif. Tout à fait. Par contre, j'ai eu un certain nombre de débats. Moi, je suis absolument pas un fanatique des espèces de RIC pour révoquer des élus. Parce que ça me semble bizarre comme système. Si vous mettez ça en place, vous allez avoir forcément, dès que ça va être possible, l'opposition à n'importe quel élu qui va sans arrêt essayer de déclencher des référendums pour abroger le mandat de l'élu. Moi, je pense qu'il faut réduire le mandat des élus de façon à avoir un contrôle beaucoup plus proche des élus, mais qu'il ne faut pas aller vers des histoires de référendum abrogatif, révocatoire. Révocatoire. Ça existe déjà, ça s'appelle le vote, vous ne votez pas pour la personne. J'avais vu d'ailleurs aussi dans des propositions de Gilets jaunes des idées d'aller mettre le septennat pour le président. Alors là, j'avoue, je suis complètement... Mais ça, à l'époque aussi, c'est moi, pendant un moment aussi, quand j'étais jeune, j'avoue, j'avais entendu la propagande de « oui, non, mais il faut du temps aux élus, sinon il ne faut pas gouverner ». Alors qu'en vrai, ils passent toutes leurs mesures dans les 2 premières années, oui, après, ils ne font plus rien. Donc, c'est exactement ça. De toute façon, même si vous leur mettez 20 ans, le soir de leur élection, ils penseront déjà que dans 19 ans et 364 jours, il y aura l'élection. Ils sont comme ça, en fait. Donc il ne faut surtout pas ça. Et puis se dire, c'est quand même bizarre, les Gilets jaunes sont là, les types sont en train de dire « Ah, on aurait bien aimé avoir François Hollande quand même 2 ans de plus, là, ça aurait été bien. Et Macron, si on pouvait le garder jusqu'en 2024, là, ce serait bien. Est-ce que vous êtes sûr du truc ?» Moi, je pense que, alors que je vous dis, il y a pas mal d'années, j'étais plutôt contre, j'ai vraiment évolué. Je pense que le système qui me semble très intéressant, c'est le système américain. 4 ans avec des midterms? Oui, enfin, 4 ans le président, 2 ans le Parlement. C'est-à-dire que le président, il est sur la sellette tous les 2 ans en vrai, parce que soit il est réélu, soit il perd son assemblée. Oui, c'est ça le système américain. Quand il a perdu, d'ailleurs vous avez un système, certes, qui est un peu plus équilibré, on pourrait réfléchir à des modifications aussi de rééquilibre. Non mais c'est ça le système, quoi. C'est tous les 2 ans, on refait le point, quoi. Oui, mais pourquoi? Parce que finalement, l'élu, on lui demande de faire une chose, c'est bien beau de penser, soi-disant, dans 40 ans, mais ça ne marchera jamais comme ça en tout cas. Non, on lui demande de tenir ses promesses. Tu as dit tu ferais ça, tu fais ça. Et ça tombe bien, tu été élu, tu as 1 an pour le faire, quoi. Et puis après, hop, on va regarder si tu as fait ce que tu as dit. Après, ce que tu as dit, si ça marche ou si ça ne marche pas, on le verra au fil du temps. Mais cette histoire de soi-disant du long terme, ça fait 30 ans qu'on fait du néolibéralisme, ça fait 30 ans que ça ne marche pas, c'est de pire en pire chaque jour, et les types vous expliquent qu'il faut en faire plus encore. Voyez. Donc quand je serai élu pour 30 ans, ils vous diraient aussi, on aura besoin de 30 ans de plus pour voir si ça ne marcherait pas peut-être le néolibéralisme. À quel moment on fait les comptes, quoi. Voilà. Donc je pense vraiment qu'avoir ce système-là, et c'est là où les élus commencent à avoir peur de leurs électeurs. Parce que si vous savez que vous êtes élu dans 2 ans, on va te demander des comptes, autrement dit 2 ans, là on devrait déjà être vraiment en pré-campagne pour aller revoter le Parlement, et on voit qu'il y en a un besoin. On aimerait tous là, se dire, il faudrait vraiment réduire le Parlement, là. C'est ce qu'on demande. Après, est-ce que ça force pas les élus à être encore plus court-termistes, entre guillemets, en disant faut faire plaisir, quoi, qu'ils ne le sont déjà? C'est quand la dernière fois qu'ils vous ont fait plaisir, en fait? Ah, je sais pas, moi, c'est ce que je répète. Enfin, moi, ça fait 40 ans, ils m'ont jamais fait plaisir en 40 ans, hein. Jamais. Hein. Ça, l'ISF ne le payait pas. Non, ils font plaisir à quelques oligarques, mais jamais au peuple. Donc, ce truc-là, qui consisterait à dire qu'on serait plus mal gouverné, au contraire, si vous êtes tout le temps dans des élections, ça va vous obliger au bout d'un moment à bien gouverner. Il faut réfléchir au truc. Il faut y aller avec un plan, quoi. Il vous faut un plan à long terme, vous dites, mais il y a des pays où ça se passe. Hein. Enfin, nous, on a complètement oublié, mais il y a des pays où vraiment les types ils peuvent être élus 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'ils ont fait une politique qui allait bien dans le sens du peuple. Donc le souci... Les États-Unis, vous pensez aux États-Unis en disant ça? C'est ça, mais en Angleterre, c'est arrivé aussi plusieurs fois. Enfin, au bout d'un moment, nous, on finit par théoriser que les types sont tout le temps éjectés. Mais c'est normal, puisqu'on a un système électoral en plus qui est complètement biaisé. De toute façon, c'est quoi la base électorale d'En Marche? C'est 20%. Bon, d'un coup, vous avez donné 60% du Parlement à 20% de la population. Les types, ils font la politique qui va bien aux 20% de la population. C'est étonnant, il y a 80% des gens qui ne sont pas d'accord.
Mais ça ne marche pas. Là, ça, c'est un avantage du RIC, en fait, c'est que ça donne une échappatoire, une porte de sortie à tous les gens qui votent Le Pen ou qui s'abstiennent par défaut, pas par conviction. Bien sûr. Les gens qui votent Le Pen par conviction, c'est leur problème, mais ceux qui votent par défaut, on se dit c'est dommage, parce que du coup, ils ont une voix qui est escamotée, quoi. C'est clair ? Donc voilà, c'est bien l'idée du RIC de pouvoir faire une loi, abroger une loi ou modifier la Constitution. Et vraiment, je propose aussi d'ailleurs, suite à 2005, d'interdire toute modification de la Constitution par les élus. Et une modification de la Constitution, ça se fait forcément par un RIC, ça tombe bien, puisqu'on va mettre un système où il va y en avoir souvent. On peut tout à fait proposer. Évidemment, le gouvernement pourrait proposer aussi. Vu que le pouvoir est encadré par la Constitution, c'est quand même un comble que le pouvoir puisse modifier sa propre Constitution. Et on voit que ça se fait très régulièrement. C'est comme les renards qui édicteraient les règles pour les poulaillers, quoi. C'est un moment. Et il y a des pays, il y a un certain nombre de pays où il est interdit de modifier, où il faut que ce soit le peuple qui modifie lui-même sa Constitution, ou alors que ce soit une assemblée, ou alors que si l'Assemblée vote une modification de la Constitution, il faut attendre les prochaines élections, que la nouvelle Assemblée confirme le truc. C'est encadré, il n'y a que chez nous où, allez hop, on se met d'accord, s'il y a un certain nombre, s'il y a assez d'élus, alors on voit qu'en ce moment c'est un peu juste, mais à des époques où c'était pas juste, il faut changer la Constitution 2 fois, 3 fois, comme on leur chante, c'est vraiment stupéfiant. Donc la Constitution, c'est forcément, au bout d'un moment, un référendum pour valider les modifications de Constitution. Alors ensuite, un minimum de contrôle. Alors après, j'ai parlé tout à l'heure rapidement du Conseil constitutionnel, dont on devrait revoir un peu la composition, bien entendu. L'idée, c'est simplement que le Conseil constitutionnel vérifie que votre RIC soit conforme à la Constitution, ou, s'il n'est pas conforme à la Constitution, qu'il modifie bien la Constitution dans le RIC. Parce que sinon, il va y avoir un problème, c'est que la Constitution, vous votez un RIC sans changer la Constitution. Oui, mais on fait comment c'est-à-dire que c'est pas renvoyé pour annulation, c'est de dire si vous voulez faire ça, il faut faire ça dans la Constitution. Donc c'est un amendement au RIC, en fait, qui propose. C'est un amendement ou de dire, en tout cas, moi, quand je regarde, il faut que, comme vous n'avez pas modifié tel article de la Constitution qui n'est pas conforme au truc, votre RIC n'est pas valable. Et donc, dans ce cas-là, si le Conseil constitutionnel refuse, vous recommencez le processus et vous rediscutez pendant 3 mois avec tout le monde de façon à bien réécrire jusqu'à ce que le Conseil valide. Donc l'idée, c'est pas que le Conseil puisse dire oui, non, j'ai pas envie, ça va pas. Et quand on dit que ce n'est pas conforme à la Constitution, il faut vraiment que ce soit non conforme à une disposition clairement établie dans la Constitution, noir sur blanc. Oui, parce on a vu qu'il y a eu une dérive énorme maintenant du Conseil constitutionnel. Je pense au cas délirant où le Parlement, en 2014, je crois, avait voté une obligation pour les entreprises de publier le détail de leurs résultats par pays. D'accord, vous êtes un groupe mondial, on a dit vous avez les comptes du groupe dans le monde, c'est bien, vous nous faites les comptes pour la France, pour l'Italie, pour l'Argentine, pour vos filiales. Donc un minimum de transparence élémentaire. Le Conseil constitutionnel a dit non, c'est pas constitutionnel. Je dis c'est pas constitutionnel, c'est marqué où ça? Il dit mais non, parce que dans le préambule on parle de la Déclaration des droits de 1789 et donc votre truc c'est pas conforme à la liberté d'entreprendre. Là, je suis pas sûr que Danton et Robespierre, moi, ils n'étaient pas d'accord quand même quand ils ont écrit ça. Le problème, c'est que dans le Conseil constitutionnel, il y a essentiellement les anciens présidents. Donc, je veux dire, c'est des mecs quand même qui sont pas très neutres et objectifs, quoi. Tout à fait. En tout cas, on voit qu'il y a un problème juridique là-dedans. Il devrait y avoir que des juristes spécialisés en droit constitutionnel et ils ne devraient se prononcer que ce qui est écrit noir sur blanc dans les articles 1 à machin de la Constitution et pas d'aller se mettre à interpréter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme bon leur semble. Parce qu'un jour, ça, je vous dis, vous considérez que c'est pas possible. Vous voyez des trucs qui sont autrement plus problématiques et qui, a priori, passent. Comme la loi sur les fake news, là, tiens, par exemple, alors, ça pose pas de problème de liberté d'expression, et vous foutez notre gueule quand même. Là. Donc voilà, il faut réglementer ça, mais c'est bien qu'il y ait un minimum de contrôle pour être sûr que, et ça rassurera les gens, comme vous ne faites pas n'importe quoi non plus, en termes juridiques. Donc il faut réformer le Conseil constitutionnel pour que ce soit des juges et pas des anciens politiques. Oui, bien sûr, oui, ça semble assez évident, ça, tout à fait. Mais ça peut faire l'objet d'un RIC. Ça me semble, à mon avis, être inclus dans la proposition de loi de RIC, il faut que ce soit fait proprement. Donc le Conseil constitue, et j'ai parlé de la Cour des comptes, dans le cas où votre RIC a un impact budgétaire. Et il faut simplement demander que si vous faites un RIC qui a un impact budgétaire, donc en l'hypothèse qui va diminuer les ressources, c'est plutôt être ça, je pense, eh bien, en face, vous équilibrez votre mesure, c'est-à-dire que soit vous mettez une autre ressource qui compense, soit vous dites précisément quelles dépenses vous voulez supprimer. Alors c'est vrai que la Cour des comptes, en général, elle est mieux vue que les autres institutions. On a tendance à considérer que ça marche pas mal quand même, les rapports de la Cour des comptes. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on ne les suit jamais. Mais l'idée, c'est juste ça. C'est que la Cour dise, votre proposition, vous voulez supprimer tel impôt, vous voulez baisser la TVA à 15%, d'accord ? Oui, qu'est-ce qu'il y a en face en fait? Donc, ou vous remettez l'ISF et le droit de succession, ou vous dites, je supprime tant d'hôpitaux en France. Je dis n'importe quoi, mais il faut que ce soit équilibré. Et la Cour des comptes va simplement dire, ok, votre truc est équilibré, tient la route budgétairement. Si ça ne tient pas, c'est pareil, je refuse l'inscription de votre RIC, mais ce n'est pas définitif. Vous redébattez pendant 3 mois et vous revenez avec une mesure
Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a un minimum de contrôle, mais sans qu'on perde, si vous voulez, la maîtrise du dispositif. Ces structures-là ne sont pas faites pour aller empêcher l'expression démocratique, mais simplement s'assurer qu'on a quelque chose qui tient la route. Vous ne provoquez pas le peuple français pour se prononcer sur une proposition de référendum si le truc n'est pas quand même un petit peu blindé. Mais je répète, quand même beaucoup vont être faits par des structures comme des partis, des avocats, tout le monde va débattre et discuter. On devrait avoir quand même quelque chose qui soit bien construit. C'est ce qu'il faut, c'est qu'on ait une bonne rédaction de ces choses-là. On arrive au point important. Donc une fois que vous avez votre proposition qui a été mise par l'association, qui est tamponnée par tout le monde, donc c'est prêt, vous avez quelque chose de bien et vous souhaitez que le peuple se prononce éventuellement dessus. Alors là, moi, ce qui m'interpelle depuis longtemps sur ces histoires de RIC, c'est le seuil. Les gens ont dit, ben voilà, après vous cherchez des signatures, et puis il vous faut 2% du corps électoral, ou 700 000 signatures, ou 1 million de signatures. On voit que ce truc-là est central. Parce que si vous mettez un seuil trop haut, ben vous n'aurez à peu près jamais de RIC. Si vous mettez un seuil trop bas, on fait quoi le jour où il y a 800 RIC à faire en fait? On n'a plus de dimanche là pendant 3-4 ans, enfin qu'est-ce qu'on fait? Et on voit que ce truc-là, vous avez, dans un cas comme dans l'autre, quelque chose qui peut vraiment nuire à l'adhésion des gens au RIC. Dire, bah, votre truc, ça ne sert à rien, ou votre truc, on ne va pas voter tout le temps sur... Oui, parce qu'on ne sait pas, comme on n'a jamais fait, on ne sait pas à quel volume on se frotte, on sait pas... Volume on se frotte. Les 700 000, peut-être que c'est facile à avoir, suivant comment vous faites 700 000. Ou peut-être que c'est quasiment impossible. Alors l'idée, c'est que ce soit simplement possible. Alors pour que ce soit possible, moi ce que je propose, c'est que les gens votent, en tout cas votent pour soutenir, pour savoir le soutien des gens à cette proposition de RIC par le site internet, exactement comme on fait pour les impôts. Si vous arrivez à déclarer vos revenus dans les impôts, vous arrivez à dire, ben moi je soutiens cette proposition de remettre l'ISF en place. Donc j'ai +1 dans cette proposition de telle association, et puis je peux en faire tant que je veux, je peux soutenir autant de choses que je veux. La question, c'est quel est le seuil? Moi, je pense qu'il ne faut pas de seuil. Et c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait, quand on y réfléchit. On va faire le contraire. Comme on a considéré que c'est important d'avoir une expression démocratique, moi, ce que je propose simplement, c'est de dire, eh bien, on va voter une fois par an sur plusieurs RIC. Mettons 5 RIC. Et on va dire, par exemple, le premier dimanche de juin, tous les ans, on vote sur 5 RIC. Et quels 5 RIC? C'est facile, vous regardez le site internet au 31 décembre dernier et vous regardez les 5 qui ont le plus de signatures. Alors ce sera peut-être 3 millions, 2,5 millions, 1 million, ce sera peut-être 57 000, 56 000, 53 000, peu importe. Les 5 premiers ont eu suffisamment de débats et de votes pendant l'année précédente, enfin pendant les 6 mois qui précéderont en pratique. Et vous les mettez cette fois à référendum, classiquement. Donc vous demandez au corps électoral d'aller un dimanche voter dans leur bureau de vote, blablabla, et puis vous faites comme ça se fait dans beaucoup de pays, en Suisse, dans bon nombre d'États américains, puis vous votez vos 5 questions, l'ISF oui, la peine de mort non, j'en veux pas, merci, etc. etc. Et vous avez les 5, et puis une fois que c'est fait, ben, vos 5 sont sortis, et donc vous avez de nouveau 5 qui sont en tête, qui vont réfléchir avec d'autres qui vont venir, et donc vous roulez comme ça. Donc en fait vous maîtrisez le dispositif. Vous êtes sûr qu'on va bien voter tous les ans sur 5 RIC. Et pour les questions fiscales et droits de l'homme, qui sont les deux sujets les plus sensibles, on va dire, quel est l'intérêt? Est-ce qu'on ne mettrait pas une majorité renforcée du genre pour la peine de mort, les droits de l'homme? On dirait bah c'est aux 2 tiers là, parce que c'est un sujet... Sur ce point-là, moi je pense qu'il faut vraiment évacuer ce truc-là, sinon on ne va jamais s'en sortir. Pour les aspects fiscaux, je vous ai parlé du contrôle de la Cour des comptes. À partir de ce cas-là, vous avez fait une proposition équilibrée, quelle qu'elle soit, et bien derrière l'État fonctionnera dans ces conditions-là si 50,1% des gens ont voté pour. Pour les autres histoires, je propose qu'on ne puisse pas faire un RIC qui ne soit pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire les droits de l'homme, c'est quand même quelque chose de fondamental en démocratie. Donc au moins, en tout cas dans un premier temps, qu'on ne s'embarrasse pas de ce truc-là. Alors, c'est pas la solution la plus satisfaisante. Et qui juge que ça relève des droits de l'homme ou pas? Le Conseil constitutionnel. Dans son contrôle, il vérifie que la proposition est conforme à la Constitution et à la Déclaration européenne des droits de l'homme. Vous n'allez pas remettre la torture, vous n'allez pas remettre des choses comme ça. Non mais c'est n'importe quoi, mais au bout d'un moment, évacuons le sujet, sinon on ne va plus s'en sortir. Alors c'est un peu lâche sur les bords, parce que moi ça ne me choquerait pas qu'on fasse ça, et je serai le premier militant pour expliquer qu'évidemment, faut pas, c'est pas bien tuer les gens. Et en plus, mais c'est très drôle, parce que les gens vous expliquent, oui mais en 81 il y aurait eu ça, il y aurait pu l'abolition de la peine de mort. Qu'est-ce que les gens en savent? Déjà.
Parce que vous pouvez faire un sondage au téléphone en disant « Ouais, si on tue mon enfant, ouais, bien sûr, je prends peine de mort. » Bon, déjà, aller mettre un bulletin dans l'urne pour aller tuer des gens, c'est quand même autrement plus compliqué. Et deuxièmement, c'est le propre d'une campagne électorale. Vous écoutez les sondages soi-disant de 81, c'est les mêmes qui vous ont dit que le président Balladur et le président Jospin ont fait de super quinquennats quand même. Vous voyez, c'est quoi? C'est juste du sondage, c'est pas une campagne électorale. Le cœur d'une campagne électorale, à mon avis, n'est même pas sur le fait que est-ce que vous pensez que les personnes qui tuent vos enfants doivent subir la peine de mort? C'est est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque que votre enfant soit victime d'une erreur judiciaire et soit envoyé à la chaise électrique? Ça tombe bien, regardez, Patrick Dils, il est là, il aurait la peine de mort, le gars était mort en fait. Et bon, pardon aux familles, tout ça, c'est quand même une vraie question. Et c'est pareil, c'est s'imaginer que les gens sont des débiles et voteraient là-dedans. Mais ne rentrons pas là-dedans parce qu'on voit très bien que c'est un instrument de propagande qui a été mis en face sur ce point-là pour essayer de décrédibiliser le RIC. Et puis en plus, ça fait assez consensus. Si on dit on écarte les questions des droits de l'homme, comme ça on fâche personne et puis on neutralise le. Reparlons-en dans 10 ans et dans 10 ans on pourrait faire un RIC pour demander si vraiment vous voulez mettre ça ou pas aussi dans le truc. Peut-être, mais voilà. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait du premier coup, c'est d'avoir un RIC. Parce qu'à force de discuter, je répète, c'est comme les limitations des salaires, on n'aura jamais rien en fait si on n'y va pas là-dedans. Donc voilà à peu près ce que j'avais. Et la dernière question à propos du RIC, parce que là on voit déjà mieux comment ça marche, c'est un truc plus concret, parce que le but avec ces types d'interviews. Peut-être que c'est nul, peut-être qu'on fait autre chose, j'en sais rien, je répète, c'est pas quelques idées qu'on a comme ça, comment ça pourrait marcher simplement pour que voilà, ça rassure les gens, qu'on voit qu'on va pas voter n'importe quoi. Mais voilà. Mais c'est aussi un peu pour ça que je fais un peu la tournée des gens là qu'on entend sur internet et pour avoir des versions de RIC, pour essayer de montrer, de dépassionner la chose et de montrer que c'est un truc réalisable en fait. Voilà, pour peu qu'on. Il y a des bonnes questions que les gens voient. Par contre, la vraie question que je me pose derrière, c'est comment on fait pour aller toquer à la porte à Macron en lui disant on veut un RIC et un RIC qu'on a écrit nous-mêmes, comme on est en train de le faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire à Macron, on te demande d'ouvrir une période de 6 mois par exemple, où tous les pimpins de France comme nous là, on fait des RIC et puis on va essayer de les faire, on s'organise entre nous quoi, pour faire des propositions, on s'organise bien comme on veut, comme article 3, comme Olivier Berruyer, comme qui on veut, et à la fin on demande à Emmanuel Macron de prendre les 5 RIC les plus populaires et de les soumettre à référendum en disant est-ce que vous voulez un RIC? Oui, non, déjà, à la base. Et puis de noter les 5 RIC les plus populaires en disant, et puis les gens, alors ils disent pas oui pour celui-là et non pour l'autre, mais ils disent celui-là, ils peuvent dire oui pour tous, non pour quelqu'un, enfin un vrai vote. Voilà, où on note le RIC, chaque proposition, plutôt que d'éliminer l'une par rapport à l'autre, quoi. Est-ce que ça c'est raisonnable et est-ce qu'on peut se dire pareil à la fin de cette vidéo, on demande à Macron qu'on veut instituer notre propre puissance avec un RIC qu'on a écrit et on lui demande un référendum dans 6 mois sur les 5 RIC les plus populaires? Alors, je ne sais pas si c'est instituer notre propre puissance, moi j'appelle ça instituer le suffrage universel et un régime démocratique. C'est déjà quand même beaucoup plus simple et concret. Oui, évidemment, ça peut être une piste, mais on voit que, en tout cas, si c'est Macron, par rapport à ce que vous avez dit, c'est comment on fait pour aller toquer à sa porte pour qu'on ait ça. Ouais, en fait, il faut continuer à toquer à sa porte, ça marche bien. Vous savez, c'est quand il a mis les barrières, et puis voilà, qu'il a mis 6000 CRS autour de l'Elysée. C'est lui qui a dit, viens me chercher. Alors. Oui, non, mais c'est ça. Et puis, un hélicoptère qui est prêt pour qu'il fuit, en fait. Et ça, c'est bien. Il faut qu'il ait ça plusieurs fois. Tout comme là en ce moment il dit oula, je vais pas au ski, je fais plus rien, je sors plus de ma chambre. C'est ça, il faut qu'il y ait ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il se dire comme j'aimerais bien sortir de ma chambre un jour, je vais peut-être leur donner un RIC. Ça, oui, c'est-à-dire qu'il faut le stimuler un peu, mais globalement c'est l'hypothèse, on va dire, idéale. Maintenant, comme je pense qu'on a ici un représentant de la pire oligarchie possible qui vous fait regretter vraiment Hollande et Sarkozy quand même sur certains points. Je pense que c'est pas lui qui va faire le RIC. C'est dommage, j'aurais pu rentrer par l'histoire. Bon, en fait. Mais il faut pas présumer le plus mauvais des gens. Il faut lui dire, bah voilà, une belle porte de sortie, c'est de nous donner un RIC. Oui, mais ça, les portes de sortie, il a pas l'air de vouloir les prendre. Sinon, on envoie les gilets jaunes sur les ronds-points et les péages. Simplement, après, je pense que ce truc-là, avec une pression populaire, ça va forcément devenir un sujet politique. Et on va finir par avoir des partis politiques qui vont dire moi je mets le RIC dans mon parti, dans mon programme électoral, ou je ne mets pas le RIC dans mon parti, dans mon programme électoral. Et comme il y a forcément un soutien majoritaire pour le RIC, est-ce qu'en 2022, est-ce que c'est en 2027, je ne sais pas, mais on voit que dans ces horizons-là, il va forcément y avoir un moment, un parti politique qui va arriver au pouvoir en disant je mets en place le RIC parce que c'est une demande d'une partie importante de la population. On voit dans les sondages, au moins 70 à 80% des gens qui sont évidemment pour. Parce que quel parti politique va dire votez par moi, comme ça vous voterez plus?
Ah, votez pour moi, alors promis, hein, vous n'êtes pas prêt de voter pour quoi que ce soit. Vous serez à l'abri de tout exercice mais du oui, pouvoir. Mais enfin, laissez faire Christophe Castaner, c'est lui qui va décider pour vous. Enfin, c'est comme des gens qu'on a choisis. Mais justement, si c'est les partis politiques qui votent ça, enfin qui proposent ça, on ne peut pas demander aux garçons de café de voter contre les garçons de café parce que le RIC, ça vient à limiter le pouvoir des partis politiques. J'entends bien, mais maintenant, le parti politique, il faut qu'il soit élu aussi. C'est ça, c'est au bout d'un moment, vous mettez en place une tension à l'intérieur. C'est que le parti n'a pas forcément envie, mais il a bien envie d'être élu. Et s'il se rend compte que s'il ne met pas le RIC, il a tout d'un coup plein de gilets jaunes en bas de chez lui et puis assez peu de voix aux élections, au bout d'un moment, les partis vont le mettre. Et comme c'est une solution qui est vraiment démocratique, il n'y a aucune raison que ce soit un ou deux partis extrémistes qui mettent ça en place, enfin qui proposent ça uniquement. Mais Macron, il nous a dit qu'il allait appeler les maires pour venir le voir chez lui et pour discuter de la démocratie à notre place. On pourrait lui donner des idées. Ça, c'est une belle idée, c'est pour ça qu'il faut diffuser cette vidéo et puis voir ce qu'il en pense. Mais je pense vraiment que c'est le combat, je vous dis, de la première moitié du XXIe siècle dans plein de pays, parce que vous avez maintenant une population qui est vraiment éduquée et donc est à même de prendre des décisions importantes. Et mais quasiment plus d'analphabètes, ne serait-ce que ça, quoi. Oui, tout à fait. Et ça fait l'Assemblée, peut-être un ou deux, mais ça c'est on se demande. Mais si on n'a pas ça, on aura un régime qui va devenir de plus en plus autoritaire, hein, parce que vous ne pouvez difficilement résister à une demande de démocratie et de suffrage universel. Au bout d'un moment, votre seule façon de résister, ça va être la force, parce que ces gens-là sont minoritaires. Et en effet, il leur reste les forces de l'ordre, donc c'est pour ça qu'en fait ils viennent de leur augmenter les rémunérations, parce qu'ils se rendent compte que c'est ça qui les fait tenir. Mais au bout d'un moment, là aussi, les infirmières... Si les CRS partent en grève, là, c'est compliqué. Là. Oui, mais enfin, les profs et les infirmières ont aussi le droit d'être augmentés. Donc ce combat-là est un combat vraiment central. Et voilà, enfin, si on ne va pas vers plus de démocratie, je pense vraiment qu'on ira vers moins de démocratie, parce qu'on ne peut pas rester comme aujourd'hui dans un tel entre-deux. Eh ben, merci bien, et puis moi je vais continuer à faire ma petite tournée pour récolter des RIC et récolter des... Une petite pression amicale. Bien sûr. Pour aller, pareil, taper à la porte de l'Élysée. Là. Vous n'êtes pas seul, a priori. Oui, il y en a d'autres qui ont envie. Puis il a dit de venir. Ah oui, on va le chercher. Ouais. On va le chercher. Il a dit, là. Un peu, il a dit, oh, c'était une blague. Non, amicalement, bien sûr. Ouais, bien sûr, respectueusement. Voilà, c'est ça.